Aux attachés de presse, votre émission hebdomadaire de politique sur les ondes de CFAC 88.3. Comme on l'a dit en début d'émission, on s'entretient aujourd'hui avec Madame Marie-Ève Carignan, enseignante au département de communication de l'Université de Sherbrooke. Madame Carignan, bonjour. Bonjour. Donc, Madame Carignan, pour débuter l'entrevue, c'est quand même un sujet d'actualité, vraiment la violence envers les candidats des élections. Puis aussi, c'est un drôle d'annonce, puisque hier, c'était, je veux pas dire 10e anniversaire, parce que c'est pas nécessairement une fête, là, mais c'était la 10e année de commémoration des attentats envers Mme Pauline Marois, qui était alors élue comme première ministre du Québec. Ma première question, pourquoi on voit autant de violence envers les candidats politiques depuis les dernières années, mais plus spécifiquement dans les dernières semaines et derniers mois? Oui, parce que comme vous l'avez dit, là, l'événement qu'il y avait eu envers Pauline Marois, c'était quand même un geste isolé, mais quand même symbolique d'une chose, c'est que souvent on voit quand même plus de violence dirigée envers les femmes ou les minorités culturelles quand il y a des violences ciblées comme ça, politiques ou autres. Ce qu'on peut voir, c'est que depuis le début de la pandémie, il y a vraiment eu quand même une montée là de cette espèce de grogne-là contre les politiques et une espèce d'amalgame entre le fait que les gens étaient fâchés parfois par certaines mesures sanitaires qui n'ont pas toujours été bien communiquées ni bien expliquées. Et qui ont eu l'impression parfois que le gouvernement a peut-être abusé de son autorité. Donc, il y a eu toute cette crainte-là là, qu'on assiste à la fin de nos libertés et un mélange avec toutes sortes d'autres opinions politiques. Il y a beaucoup de leaders dans le mouvement là, contre les mesures sanitaires qui avaient aussi des idéologies politiques autres, beaucoup liées à l'extrême droite, beaucoup liées à des idées telles que les citoyens souverains, libertariens, donc antipolitiques. Et ça a un peu contaminé là, une certaine frange de la population qui se sont mis à avoir une grogne contre le politique, puis à penser de plus en plus que la violence peut être légitime pour se faire entendre, puisqu'on a l'impression là, que le débat politique mènera pas à se faire entendre. Donc, il y a vraiment un contexte de méfiance envers le politique, de méfiance envers la démocratie qui a alimenté ça. Aussi, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a certains politiciens qui canalisent cette haine et violence-là, et dans le fond, ça fait juste l'accentuer? Mais c'est certain qu'il y a des politiciens qui ont essayé de canaliser sur cette haine et cette violence-là. On a vu des politiciens qui ont pris part aux manifestations contre les mesures sanitaires, se sont présentés quand il y a eu l'occupation à Ottawa notamment, puis ont essayé de montrer qu'ils faisaient partie de ce courant-là pour aussi recevoir l'appui des gens qui étaient fatigués parfois de la pandémie puis des mesures sanitaires. Donc, il y a certains leaders qui très ouvertement, là, et nous, ça a été un sujet de discussion, mais avec la charte UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, on a sorti un rapport en mai, puis dans les leaders du mouvement conspirationniste qu'on a identifié là sur les réseaux sociaux, il y avait Maxime Bernier. Ça a été une discussion pour nous, mais clairement, lui, il s'est positionné pour les manifestations, puis il a voulu se présenter là, comme un des visages d'opposition. Alors, c'était vraiment une espèce de façon de capitaliser sur ce mouvement-là, donc ça en serait un bon exemple. Est-ce qu'on pourrait affirmer que c'est une tendance qui est visible à l'échelle mondiale? On a pu le voir la semaine passée, la vice-première ministre de l'Argentine qui a failli se faire assassiner dans un rassemblement public. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir à l'échelle mondiale ou c'est vraiment relativement isolé aux démocraties occidentales? Bien, c'est certain que si on regarde dans tous les systèmes démocratiques en ce moment, il y a cette fatigue pandémique-là qui crée une méfiance. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas le fonctionnement démocratique, qui comprennent pas l'importance du débat social et qui cherchent d'autres façons de se faire entendre et qui passent par la violence. C'est particulier au Canada parce qu'on a quand même une histoire là assez peu violente puis peu d'expérience du genre. Donc, c'est sûr que ça attire plus l'attention que d'autres pays qui ont connu plus d'histoire ou de montée de violence là, politique. Alors, c'est pour ça que chez nous, c'est encore plus surprenant puisque c'est quand même des incidents isolés là, auxquels on assistait. Et là, c'est vrai que le fait d'en parler aussi attire l'attention. Donc, plus qu'on en parle, plus qu'on dénonce, et on voit à ce moment-là beaucoup de candidats politiques ou d'élus qui vont commenter là, les discours haineux auxquels ils ont assisté sur les réseaux sociaux, demander un resserrement de ces règles-là, dénoncer aussi différentes menaces qu'ils vont recevoir, et ça canalise un moment où là, on en parle plus, mais visiblement aussi, on en parle plus parce qu'il y en a plus, puis c'est documenté. On l'a vu dans les rapports là, de la sécurité publique notamment. Là, il y a eu une hausse de ces menaces-là, puis ces comportements haineux. Et évidemment, vous l'avez mentionné au Canada, là, mais qu'on pouvait voir cette violence-là. Bon, concrètement, dans les dernières semaines, il y a eu Mme Freeland aussi qui était confrontée à des menaces. Mme Risky du Parti libéral du Québec.
Monsieur Lévesque dans le Chauveau, qui est le candidat de la CAQ sortant. De quelle sécurité bénéficient les candidats des partis politiques? Est-ce qu'ils ont droit à la même sécurité que celle des chefs de parti, par exemple, ou le premier ministre? Non, pas du tout. Puis il n'y a pas juste les candidats de parti. On a vu notamment des bénévoles de campagne là, être victimes d'agressions en installant des pancartes, par exemple. Donc, on a vraiment vu des incidents même contre des simples citoyens là, bénévoles qui s'impliquaient. Alors ça, c'est inquiétant aussi parce que c'est certain qu'eux peuvent pas avoir le même niveau de sécurité. Déjà, vous parlez de Mme Freeland, dont au fédéral, on n'a pas le même niveau non plus de sécurité qu'au provincial. Donc là, présentement, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une espèce de rapport qui va être produit, puis une réflexion sur comment renforcer la sécurité des élus fédéraux, puisque c'est surtout autour du premier ministre Trudeau que se concentraient là, les mesures de sécurité. Au provincial, on en a plus, mais c'est certain qu'il y en a pas là, autour de tous les candidats politiques et c'est pas tous au même niveau. Donc là aussi, il y a une réflexion à savoir comment on peut au moins donner des formations, qu'est-ce qu'on fait si on fait face à des gens qui ont des propos violents, très fâchés, comment on prépare les gens peut-être pour des points de fuite pendant les discours publics. Donc, il y a différentes mesures auxquelles il faut réfléchir, surtout qu'en ce moment, ce qui est inquiétant, notamment dans le cas de Marois Risky, ce qu'on a vu, c'est que les policiers lui ont conseillé de rester chez elle, d'éviter d'être en public à la suite de ces menaces-là, surtout qu'on sait que l'homme qui est l'auteur des menaces là, a été libéré. Mais en pleine campagne électorale, on peut pas demander aux gens comme ça de rester chez eux, aux candidats politiques ou aux élus sortants. On est en train de brimer le débat démocratique. Si les candidats peuvent pas se faire entendre à un moment aussi charnière, ben c'est tout le fonctionnement démocratique là, qui est mis à mal. Puis ça, c'est inquiétant. C'est pour ça qu'il faut vraiment à court terme voir comment on peut renforcer la sécurité des candidats et des élus. Vous venez de mentionner, justement, dans le contexte, parce que on peut pas demander à des candidats de rester chez eux, parce que, puis très rapidement, il va falloir amener des solutions concrètes à tout ça. Est-ce que de la manière que vous l'exprimez, j'ai l'impression qu'on a un peu délaissé le problème ou même qu'on a négligé ce genre de situation-là? Est-ce que vous croyez que ça aurait pu être évité, ce genre de situation où est-ce qu'on sait plus trop quoi faire parce que maintenant les violences envers les élus ou les candidats se multiplient et c'est un peu dangereux? Mais éviter, non, il reste toujours d'y en avoir, mais c'est certain que prévenir davantage, oui. D'abord, on l'a vu là à la campagne électorale fédérale, il y en a eu des incidents. On peut penser quand il y a eu des gens qui ont lancé du gravier à Justin Trudeau, ou on peut penser même aux incidents haineux là, qu'il y a eu il y a quelque temps contre Jack Meeting. Donc, on en a vu d'autres avant. Alors, c'est un signe qu'il faut se préparer à ça. La montée de la violence des discours en ligne, là, notamment pendant la pandémie envers le premier ministre Legault et puis différents ministres, c'est un signe aussi. Donc, renforcer peut-être la façon de gérer les médias sociaux, de prévenir cette sécurité-là pour les gens, mais aussi plus largement, c'est un signe qu'il y a quelque chose aussi qui fonctionne pas très bien en société, là, qu'il y a une grogne, qu'il y a un mécontentement social. Ça aussi, faudrait peut-être penser à comment on peut améliorer la communication avec les citoyens, démontrer un peu plus de transparence, trouver des façons là d'avoir des consultations publiques, puis améliorer les communications du gouvernement, parce que ce qui a alimenté cette grogne-là aussi souvent pendant la pandémie, c'est que les gens n'ont pas toujours eu l'impression que le gouvernement communiquait clairement qu'est-ce qui motivait ces prises de décision. Parfois, c'était clairement lié à la santé publique, mais parfois, il y avait des décisions là-dedans qui étaient beaucoup plus politiques. Puis on n'a pas été toujours très transparent dans la façon de les communiquer, les raisons derrière ces décisions-là et puis les mesures. Et ça crée de la méfiance. Donc, il y a tout un système de communication qu'on aurait déjà pu améliorer pour peut-être freiner un peu cette grogne-là en ce moment. Donc, on pourrait dire que la violence qui était virtuelle sur les réseaux sociaux s'est transférée dans la vie réelle, là, si je peux comprendre simplement. Là. Ben, en fait, les deux, en fait, non, elle s'est pas transformée, cette violence-là, mais elle est demeurée sur les réseaux sociaux. Donc, on voit encore une très grande violence sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs élus et candidats qui ont dénoncé justement cette semaine la violence à laquelle ils étaient confrontés sur les réseaux sociaux, puis qui ont appelé à renforcer la modération sur ces réseaux-là. Certains ont dit, moi, je vais effacer les commentaires qui deviennent haineux sur mes plateformes. D'autres veulent carrément quitter les plateformes de réseaux sociaux, ce qui est encore une fois inquiétant pour le débat démocratique. Mais à côté de cette violence-là en ligne, dont certaines personnes seraient pas nécessairement prêtes à faire un passage à l'acte, nous disons dans le monde réel,
et qui parfois même des gens sont un peu inconscients des impacts que peuvent avoir ces commentaires en ligne sur leur vie là, en tant que citoyen. Mais à côté de ça, on voit quand même qu'il y a une montée de gens qui sont prêts à passer à l'acte liée à une radicalisation de certaines croyances notamment. Ce qu'on voit, nous, dans nos analyses là, avec la charte UNESCO-PREV, c'est notamment que les gens qui adhèrent davantage au conspirationnisme en lien avec la pandémie, mais pas que, là, au conspirationnisme en général, à la désinformation, c'est des gens qui trouvent que c'est beaucoup plus normal que la moyenne des répondants dans nos données d'avoir recours à la violence pour se faire entendre. Puis on n'est pas les seuls, là, il y a plusieurs études de nos collègues, notamment à McGill, qui confirment ça. Donc, une plus grande propension à la violence, plus grande utilisation de la violence à des fins politiques. Alors ça, c'est inquiétant. Il y a vraiment un lien avec la radicalisation des idées. Puis on l'a vu, là, il y a plusieurs leaders dans les mouvements complotistes qui sont nés de la pandémie, qui canalisent cette violence-là et qui s'en servent. Prenez juste, par exemple, il y a quelques semaines à peine, une des nouvelles influenceuses qui a créé son cercle qui se fait appeler la Reine du Canada et donc qui dit qu'elle refuse le gouvernement en place et que ce serait elle la Reine du Canada. Donc, elle rapporte un peu là les propos de groupes libertariens, mais elle a quand même réussi à mobiliser un groupe de personnes qui voulaient arrêter eux-mêmes les policiers puis qui étaient prêtes à se mettre en danger là pour revendiquer les mêmes idées là, que leurs leaders. Donc, ça, c'est inquiétant. Il y a des leaders qui sont capables de tirer profit de cette montée de la violence-là. Vous avez glissé un mot tout à l'heure qu'il y a une corrélation entre les montées de violence et la confiance envers le politique. Puis je sais que vous avez glissé un mot aussi sur la deuxième partie de ma question, mais quelle est l'attitude adoptée pour régler ce type de climat social? Comment on fait pour améliorer la situation concernant la confiance envers nos élus ou bien notre gouvernement? Parce que la manière que je vois la réalité, c'est que il y a beaucoup de risques que ça puisse escalader de plus en plus si on fait rien rapidement, je présume. Il faut agir rapidement, mais à long terme aussi, on n'a pas le choix. Donc, il faut mettre en place des solutions à court terme, notamment là à cette période-ci où on est justement en élection, c'est de renforcer la sécurité des candidats pour qu'ils puissent faire une campagne libre, puis qu'on n'affecte pas le débat démocratique, qu'on n'affecte pas le droit de parole, puis le droit de débattre en société qui est tellement important pour nos sociétés démocratiques. À long terme, il y a plusieurs actions à mettre en place. C'est certain que chez les plus jeunes, il faut renforcer l'éducation aux politiques pour mieux comprendre le système démocratique. Beaucoup de jeunes ne comprennent pas nécessairement le fonctionnement du vote, de la démocratie, l'importance du débat, de l'argumentation, renforcer même les connaissances sur les processus scientifiques, sur la confiance envers les sources d'information, comment juger d'une source d'information, éducation aux médias. Et à côté de ça, comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est vraiment de voir comment on peut aussi améliorer les processus politiques, donc davantage impliquer le citoyen, montrer plus de transparence, avoir une meilleure communication pour tranquillement, ça sera pas magique, puis ça va pas rejoindre tous les citoyens, mais peut-être aller rechercher une certaine confiance chez ceux qui sont davantage là hésitants, mais pas nécessairement très radicalisés, juste un peu insatisfaits de la situation ou de la gestion pandémique. Donc, c'est en mettant en place des moyens à plus long terme qu'on va peut-être regagner là, une certaine confiance des citoyens envers la démocratie puis envers le fonctionnement social. Ça, ce que vous mentionnez, c'est vraiment des moyens à long terme, mais moi, de la manière que je peux regarder ça un peu sur les réseaux sociaux, c'est que aussi ça peut avoir un impact direct sur, dans le fond, la vie des gens puis ce qu'ils vont penser. Là, ici, je parle beaucoup, là, en fait, du phénomène de la chambre d'écho. C'est quoi la responsabilité des réseaux sociaux sur la montée des mouvements complotistes et conspirationnisme? On a tendance à donner beaucoup de responsabilités aux réseaux sociaux, plus que ce qu'ils ont peut-être réellement. C'est certain que les réseaux sociaux ont leur part de responsabilité, mais la pensée conspirationniste, la méfiance envers le système, ça existait bien avant l'arrivée des réseaux sociaux. Ce que les réseaux sociaux ont fait, c'est permettre à certaines idées de circuler beaucoup plus rapidement, beaucoup plus massivement. Donc, ça a facilité, ça a accéléré l'adhésion. Ça permet aussi, quand on parle de chambre d'écho, c'est que ça permet à des gens qui partagent certaines croyances qui sembleraient vraiment plus marginales en société, là, de se mettre ensemble puis de voir que on est plusieurs à partager ces croyances-là. Donc, ça peut venir renforcer mes croyances en me disant, je suis pas le seul à penser ça. Regardez, il y a plusieurs gens en ligne qui le pensent. Donc, ils ont quand même un rôle relativement important dans la circulation, puis un certain processus là de sentir un effet de communauté qui parfois renforce mes croyances puis me donne envie d'y croire parce que j'ai l'impression de faire partie d'un groupe.
Et il y a une autre responsabilité des réseaux sociaux, c'est d'avoir laissé circuler ces discours-là, donc de pas être beaucoup intervenu sur les plateformes en ligne, d'avoir peu modéré, d'avoir des algorithmes de recommandation qui ont souvent recommandé des contenus complotistes parce que ça attire les gens, ça les garde en ligne et donc à long terme, c'est payant pour les plateformes. Alors le rôle est aussi d'avoir été très laxiste et très inefficace là, pendant plusieurs années sur le contrôle des messages conspirationnistes ou haineux. Sur un autre d'idées, nous savons que vous allez bientôt publier un livre que vous avez coécrit avec M. David Morin de l'École de politique appliquée le 24 octobre prochain. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu le travail de ce livre-là? D'où est partie l'idée d'écrire un livre sur le sujet? On trouvait quand même ça pertinent dans l'optique de l'entrevue. Oui, certainement, j'espère. Le livre, en fait, il va plutôt être publié en novembre. J'ai pas la date exacte en tête, mais il va peut-être retarder un petit peu. Donc, la sortie va être autour du mois de novembre. Dans le fond, le livre, c'est un livre grand public. Donc, c'est vraiment un livre qui va s'adresser à tout le monde. C'est pas un livre universitaire. C'est un livre pour l'ensemble des citoyens qui sont intéressés par la question, qui va être distribué là, par les éditions de l'Homme au Canada, mais aussi dans la francophonie européenne. L'idée derrière ce livre-là, David et moi, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment présenter un livre qui était accessible, qui expliquait le phénomène, parce qu'on a tellement entendu complotiste depuis 2 ans, mais sans vraiment comprendre ce que ça voulait dire. Donc, ce qu'est le complotisme, ce qu'il n'est pas aussi. On expose ça dans le livre, différents facteurs qui mènent à l'adhésion au complotisme, différents effets sur la société. Puis surtout, ce qu'on voulait, c'est un livre de solutions. Donc, c'est un livre qui permet à des gens dont l'entourage, un membre de la famille, un ami, un collègue, adhère à ces idées-là. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que je devrais pas faire? Donc, certaines pistes de réflexion pour mieux agir, puis rétablir un dialogue, puis un lien social avec ces gens-là. Mais aussi des pistes de solutions globales. Donc, en tant que société, un peu comme ce qu'on parlait par rapport à la violence, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que société pour peut-être rétablir certains ponts avec ces gens-là qui semblent vraiment s'être éloignés de nos croyances? Rapidement et brièvement, parce que je sais très bien que vous voulez pas non plus dévoiler ce qu'il y a dans votre ouvrage, mais rapidement, comment on devient complotiste? Comment on devient complotiste? Ouais, exactement. Il n'y a pas une façon. C'est certain que ça va dépendre d'une personne à l'autre. Donc, rapidement, brièvement, je dirais juste que c'est très varié, mais qu'il y a beaucoup de facteurs qui emmènent les gens à adhérer au conspirationnisme. Donc, à la fois, ça peut être des facteurs psychologiques, détresse, anxiété, qui me poussent à chercher des réponses sur des problématiques sociales et qui m'emmènent à adhérer à ça. Des fois, un sentiment d'isolement aussi, parce que, comme on le disait, les chambres d'écho, les groupes, me permettent d'avoir l'impression d'appartenir à un cercle. La méfiance envers le gouvernement, la science, le journalisme. Donc, c'est beaucoup des facteurs qu'on va vivre là, d'isolement, de problèmes psychologiques, de méfiance qui vont pousser à ça, beaucoup plus que des facteurs, par exemple, sociodémographiques, l'âge, le sexe, l'éducation, tout ça. Ça peut jouer un peu, mais c'est pas le rôle majeur. Donc, vraiment, c'est des éléments sur lesquels aussi on peut travailler pour prévenir cette adhésion-là. Madame Carignan, merci infiniment pour votre temps aujourd'hui, d'avoir participé à l'entrevue et de nous avoir éclairé un peu sur un sujet qui malheureusement fait mal puis qui fait un peu peur là, dans notre démocratie actuelle. On vous souhaite bonne chance dans vos futurs projets de recherche ou vos d'autres rédactions de livres. Puis merci encore une fois pour votre temps ce matin. Merci à vous, puis bon succès avec la saison d'émission. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.